juste que j'ai eu un accident de voiture. C'est comme Je ça, suis la mais- seule femme du top 10 des sales francophones. Allez lire un bouquin, regarder une vidéo ou quoi que ce soit, ça changera pas grand-chose parfois parce que de toute façon, t'es pas dans l'état d'esprit de te remettre en question. Et à partir du moment où tu travailles pas sur le cœur du problème, qui est mon ego et mon état d'esprit, dans tous les cas, tu n'arriveras pas à progresser. Quand tu crées une boîte, si tu veux demain devenir entrepreneur, n'importe quoi, apprends à vendre. C'est tout, c'est le seul truc où tu seras jamais au chômage de ta vie. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Plus belle la vente. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de t'accueillir, Shannon, encore, après le resto. Bienvenue. Y a pas de merguez cette Il fois-ci? n'y a pas de merguez, il y a sandwich merguez après par contre. Ah yes. Eh ben, je te mets direct au travail, tu vas te présenter en 30 secondes. Ouais, moi je m'appelle Shannon, j'ai 10 ans d'expérience en vente et j'accompagne les entrepreneurs et les commerciaux à vendre plus et à vendre mieux grâce à la psychologie et un peu de féminité. On voit que t'es entraîné à le réciter quand même, hein. Ouais, c'est ma golden phrase. Allez, c'est bon. C'est quoi la tienne? Moi, Ouais. j'en ai pas. Je la garde pour mes clients. J'y vais que à l'impro. Ah ok. Non, nous, on crée le premier écosystème pour les commerciaux en France et bientôt pas qu'en France. Ok, intéressant. Mais je garde une petite part de mystère, Mhm. quoi qu'il arrive. Et c'est quoi ton rapport à la vente du coup? Oh, moi j'adore ça, moi je suis un pur produit de la vente, je le dis tout le temps. Ouais. Je fais toutes mes études dans la vente, toute mon expérience en vente, j'ai baigné dans la vente. J'ai toujours été, je pense, très bonne négociatrice. Ouais. Je négociais déjà beaucoup quand j'étais petite, avec mes Justement, profs, avec ma Tu mère. vas nous raconter un exemple, ta première négo. Ma première négo, Ouais. je négociais tout avec ma mère. Ouais. Ma mère, elle savait pas me dire non. Une négo ou c'est une négo ça? En vrai, tout le monde. Je négociais tout, Ouais. tout le temps. En fait, dès qu'on me disait un truc, je disais non, mais t'es sûre de ça? Parce qu'en fait, tu sais, il y a aussi ce point de vue, et puis il y a aussi ce point-là. Et c'était même un truc que faisait ma grand-mère. Elle me lançait sur un sujet clivant Ouais. quand j'étais petite. Et elle invitait du monde à la maison. Et comme j'avais, je sais pas, 4-5 ans, elle attendait et elle disait ok, bah, regardez comment elle s'exprime. J'étais genre le clown, quoi. Ouais. Le clown de la famille. Et alors, c'est quoi ta première vente? Bah, en fait, ma première vente, c'était vraiment c'était les marchés. Ouais. En fait, c'est vraiment là où j'ai baigné dans la vente. Au début, sur les marchés, tu vois, quand les personnes arrivent et qu'elles veulent acheter leurs fruits et légumes, tout ça, t'es un peu plus un caissier qu'un vendeur, jusqu'à ce que ma boss mette des petites compétitions entre nous. Et en fait, tu proposes du produit additionnel. Donc, c'était ma première vente. Alors, je me rappelle pas forcément de la première, mais mes premières ventes, en tout cas, c'était ah ben, on a un super melon, j'ai vu que vous êtes passé chez le charcutier, avec un petit jambon, c'est pas mal. Ah, vous avez acheté une burrata chez le fromager, c'est avec de la petite pêche, c'est magnifique. En fait, c'est vraiment de la vente additionnelle Ouais. sur des personnes qui viennent pour essayer de faire grossir un petit peu les paniers moyens. Et puis c'est bien, tu racontes une petite histoire. Ah, vous mettez ça avec une petite cuillère, Avec petite cuillère de l'émotion. miel et tout. J'y allais avec l'émotion, je disais Ouais. c'est incroyable, un petit peu de thym, un petit peu de romarin. Sur une burrata avec des pêches rôties, c'est une vraie recette, testez-la. Ah, tu vas nous la C'est faire, magnifique. alors. C'est mieux que les merguez ou c'est pas mieux que les merguez? Franchement, ça dépend à quelle saison. Ah, je peux pas te croire. Une merguez, c'est toujours une merguez. De toute façon, il faut bien un accompagnement avec les merguez. C'est vrai. Donc tu vois, petite burrata pêche rôtie, Ah, c'est pas mal. pépite. Et c'est quoi qui t'a donné envie d'aller faire de la vente du coup? J'ai toujours aimé ce rapport avec les autres, tu vois, Ouais. apprendre à connaître les autres, comprendre les autres, ce qu'ils veulent, etc. J'aime le pouvoir que te donne la vente, Ouais. la possibilité d'amener quelqu'un à changer son avis. Et du coup, je trouve ça assez intéressant, ou en tout cas l'accompagner dans sa prise de décision, le guider. Ça, j'aime beaucoup. Et ensuite, en fait, au début, j'ai pas vraiment eu le choix, tu vois. J'étais pas mauvaise à l'école, mais c'est juste que j'ai eu un accident de voiture et donc du coup, j'ai dû aller en bac professionnel parce que j'ai raté une grosse partie de ma 3e et de ma 4e. Il m'a dit bac pro vente et quand je regardais sur internet, j'ai vu que directeur commercial, ça gagnait mieux que n'importe quel autre métier. Donc je me suis dit en fait, je vais faire directeur commercial, ce que je suis pas du tout aujourd'hui, mais C'était en lien mieux. quoi. Je suis mieux. Justement, tu vas nous expliquer après ce que tu fais. Mais c'est quoi la vente pour toi? Pour moi, la vente, c'est ta capacité à accompagner et à guider quelqu'un dans sa prise de décision. Si je simplifie en une phrase, c'est un échange entre de la valeur et de l'argent. Tu lui donnes de la valeur, d'accord? Donc, que ce soit un service ou un produit. En échange, il te donne de l'argent, d'accord? Mais pour moi, l'argent n'est qu'une conséquence d'une vente bien faite. C'est-à-dire que lui, il veut la valeur. À la fin, il veut juste la transformation, la résolution de son problème. C'est juste que pour ça, il va te donner de l'argent, ce qui va en faire une transaction. C'est quoi la plus grosse difficulté du coup pour toi? Je pense que la plus grosse difficulté, c'est le côté assez imprévisible des humains et le côté où on maîtrise pas forcément les biais d'influence extérieurs. Ouais. Ça, pour moi, c'est le truc le plus dur. Tu vois, en fait, même si tu fais super bien ta vente, et ça, je pense que c'est un cas assez commun que toi, moi, on a tous connu. Tu fais super bien ta vente, ça se passe bien, tu as posé les bonnes questions. Franchement, tu t'es donné et tu as géré. Tu as quelqu'un d'extérieur qui est proche de la personne, qui arrive et qui dit « Non, je le sens pas.
Ah, j'ai pire, moi, ce matin. Ah ouais, et ça, en fait, ça remet tout en cause. C'est super frustrant parce qu'en fait, c'est ça qui est le plus difficile, c'est que tu n'as aucun contrôle dessus. Tu ne peux pas tant que ça l'anticiper parce que tu vois, c'est un moment où le mec il dit ah non mais moi je prends mes décisions tout seul, bien sûr, bien sûr. Et en fait, on se rend pas compte, mais on est tous influencés. Et moi, je leur en veux même pas à ces gens parce que j'ai peut-être dû le faire plein de fois aussi, où j'étais sur le point de conclure et au final, au dernier moment, je dis ah non, je le sens pas. Bah, c'est pour ça qu'on critique très souvent les commerciaux qui mettent l'urgence de manière fausse, tu vois. Ouais. Mais finalement, le temps qui s'écoule, c'est autant d'obstacles et d'éléments extérieurs qui peuvent arriver et te tuer ta vente. Donc, c'est pas complètement con que de créer une petite pression à la fin du cycle. Non, plus. mais time is key dans la vente. Mais comme time is key dans une négo, tu vois. Quand tu es dans une négo à fort enjeu, c'est souvent le temps qui peut jouer avec toi ou contre toi, en fait. En fait, si tu le maîtrises pas, tu as un élément en plus qui est contre toi. Quand bien même il aurait pu être à ton avantage, si tu le maîtrises pas, ça devient un inconvénient à un moment donné. Mais c'est très très dur à maîtriser les facteurs extérieurs. C'est ça qui fait la beauté de la vente. Exactement. Si tu signais tout. Mais c'est ce qui fait que je pense que c'est impossible de signer 100% de tes ventes. C'est-à-dire que même si tu es un tueur, déjà, tu n'as pas tout le temps des gens qui sont vraiment prêts à acheter. Donc, tu peux leur sortir le meilleur des discours, leur changer leur prise de conscience. Il y a un moment donné, s'ils n'ont pas de douleur, ils n'ont pas de douleur, tu vois. Après, moi, je pense qu'on peut toujours aller chercher un maximum de prospects si on arrive justement à trouver les problèmes et à trouver des solutions. Mais tu peux pas contrôler les facteurs extérieurs. Et donc, dans tous les cas, tu peux même avoir le prospect le plus mature du monde qui est prêt à acheter. Ça pète. Il n'y a que les mythos de Dubaï qui closent 100% de leur deal. Ils sont fatigants. En fait, déjà, la vente, c'est pas ça. Moi, je pense que si tu closes 100%, c'est que déjà, tu as menti à une grosse partie. C'est ça. Ou alors que tu as des mauvais leads, ou tu n'as que des leads trop faciles. Ouais. Ou sinon, en fait, tu perds le potentiel marché que tu pourrais aller chercher, tu vois. Ou tu mens à certains. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. Il y a plein de gens qui viennent te voir parce qu'ils pensent que tu es capable de les aider sur un sujet et que c'est pas forcément le cas. J'ai encore eu le sujet de tout à l'heure. J'ai une cliente qui m'a appelée, une prospect, suite à ma masterclass, et qui me dit moi, je viens de sortir un nouvel outil à Hong Kong, tu vois. Je viens de sortir un nouvel outil et j'aurais besoin qu'on m'aide sur la mise en marché. Je lui dis, mais attends, il a déjà été testé, il y a déjà eu des bêta-testeurs, des choses comme ça. Bah non, on est sur le point de le faire. Je dis, écoute, tu me rappelles quand c'est fait. Ouais. Parce qu'en fait, je vais pas te signer maintenant pour que tu me renouvelles sur des accompagnements à 5 chiffres, pour qu'au final, je sais que c'est trop tôt pour toi, tu vois. Ouais. Et mon rôle, c'est de te disqualifier. Parce que si je te disqualifie pas, je vais perdre du temps, tu vas être déçu de la prestation, et c'est absolument pas mon rôle. Et tu vois, à la fin, elle m'a dit, la première intuition que j'avais de toi, c'est la bonne, parce que du coup, ça se voit que t'es super honnête, et merci de me dire non maintenant. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on lance un truc en octobre. Et même si elle me rappelle pas en octobre, parce que finalement, elle change ses projets, ce qui est sûr, c'est que si jamais quelqu'un lui parle de moi, elle parlera toujours en bien. Et pour moi, ça, c'est le plus important. Qu'une vente, on en parlait juste avant. Le court terme et le long terme, en fait, c'est bien le court terme, tu vois, mais tu t'en mordras toujours les doigts. Toujours les doigts. T'as cette phrase de Bernard Tapie qui dit « Un pianiste, tu peux lui enlever son piano, il saura toujours jouer du piano. » Faut lui couper la main, en fait, si tu veux l'empêcher de jouer du piano. Bah, si tu sais faire de l'argent, tu pourras toujours faire de l'argent. Mais si tu te focalises sur le court terme, en fait, tu te tires une balle dans le pied. Tu vas faire de l'argent tout de suite, mais qui va t'empêcher d'en faire sur le long terme. Exactement. Alors que si tu as toujours une vision long terme, si tu es doué dans ce que tu fais, tu vas toujours gagner ce qu'il faut. Et finalement, ça reste que des chiffres, in fine. Et puis l'éthique, tu vois. Moi, je trouve ça tellement dommage. T'as vu l'image qu'on a, les commerciaux. On a une image de shark, de gens pas honnêtes. Dans ce monde-là, en plus, où les gens sont de moins en moins honnêtes. Après, je sais pas si ça a vraiment changé, mais bon, en tout cas, on le voit de plus en plus. J'ai pas envie d'être la personne en qui les gens n'ont pas confiance. Et c'est juste une valeur intrinsèque pour moi. Et je suis prête à cracher sur de l'argent pour garder ces valeurs-là. C'est non négociable. Parce que pour moi, me regarder dans une glace et transmettre des belles valeurs à mes enfants, ça a plus d'importance qu'un compte en banque rempli qui, in fine, je vis très bien, je mange bien, etc. À mon niveau, changera pas ma life de plus que ça, tu vois. Un client de plus ou un client de moins, ça changera pas mon niveau de vie. Par contre, ça me trahira. Est-ce que tu penses que les clichés, ou en tout cas certains clichés, sont un peu moyens, beaucoup mérités pour les commerciaux ? Je pense qu'un cliché part toujours d'une vérité, parce qu'il est construit sur la base de quelque chose que tu as vu. Par contre, c'est ce que j'appelle la loi des petits nombres. En fait, si tu es toujours entouré d'un truc similaire, tu vas en faire un cas général. Tu vas prendre un cas isolé, tu vas en faire une généralité. Tu as la même chose dans la vente. En fait, imagine, tu es dans la Creuse et tu te fais prospecter toute la journée par des mecs qui n'ont qu'une envie, c'est de te vendre, tu vois, des trucs, utilisent des pratiques ultra trompeuses, qui se font passer pour des techniciens, de trucs et tout. En fait, tu vois, au bout d'un moment, c'est pas étonnant que tu penses que les commerciaux sont des mythos. Tu te fais arnaquer 4 fois,
bah, tu crées de la méfiance. Mais en fait, c'est juste l'être humain qui, naturellement, ne veut pas reproduire les mêmes douleurs, tu vois. Bon, à part les sadomasochistes qui vraiment aiment avoir mal, mais si t'as un pote à toi qui te fait du mal, bah en fait, la deuxième fois, tu vas être un peu plus méfiant, la troisième fois, tu vas être plus méfiant, et au bout d'un moment, tu vas dire, non mais ce mec-là, de toute façon, il fait du mal, tu vois. Et tu vas prendre un cas isolé et tu vas en faire une généralité sur son comportement, alors que peut-être il s'est juste mal comporté avec toi, mais potentiellement, il se comporte bien avec les autres. Bah, les commerciaux, c'est pareil. En fait, t'as une partie des commerciaux qui se sont mal comportés, peut-être à des moments, peut-être pas tout le temps, mais qui, du coup, sont venus renforcer ce cliché-là. Et déjà, moi, je pense que c'est super important d'avoir une figure féminine dans le côté commercial, parce que quand on dit aux gens « pense à un commercial », personne ne pense à une femme. C'est vrai, mais d'un autre côté, tu peux pas leur en vouloir, parce que si tu non. regardes en termes de pourcentage de femmes dans le métier... C'est rien du tout. Bah, regarde, à part toi, Vanessa, il y a qui d'autre? Moi, il y en a plein que je connais. T'as Fiona, t'as Pauline. C'est vrai. Aussi. Mais oui, en France, t'en as pas beaucoup. Vous êtes minoritaire, forcément. Ouais, on est minoritaire, ouais. Et bon, c'est comme ça. Je suis la seule femme du top 10 des sales francophones. Ah ouais? Sur le top 10, il n'y a qu'une seule femme et c'est moi. Il n'y a pas de femme, en fait, tu vois. Et pourtant, je les trouve talentueuses. C'est juste que tu vois, tu as ce truc un peu fragile, où tu vois, on se dit, ah, mais les femmes, elles sont émotionnelles, elles vont pas supporter les rejets, les non. Tu penses que c'est plus ça? Je pense qu'il y a un peu de tout. Je pense qu'il y a un côté, c'est beaucoup de pression. C'est beaucoup de stress. Nous, les femmes, on a quand même des cycles hormonaux qui sont différents des hommes, donc il faut aussi comprendre que de toute façon, biologiquement, on fonctionne pas pareil, qu'on le veuille ou non. Et donc, du coup, forcément, quand tu es dans un cycle où ton corps produit, dans tous les cas, beaucoup plus de stress naturellement parce que tu as des cycles hormonaux et que tu es dans une période de stress, bah forcément, au bout d'un moment, ton cerveau, ça peut être compliqué. Un homme, il a un cycle de 24 heures. Donc, en fait, au pire, la journée, ça va pas, le lendemain, ça va mieux. Ouais, non, mais c'est vrai. Tu vois, alors que nous, c'est 21 jours. Donc, en fait, nous, ça peut ne pas aller pendant une semaine. T'es au fond du trou. Sauf qu'une semaine sur un business, c'est beaucoup par rapport à une journée. Donc, je pense que déjà, il y a ce côté physiologique qui, forcément, doit un peu impacter. Faut pas dire que ça n'ait pas d'importance. Ça en a quand même. Il y a le côté aussi où, dans la société, on nous inculque pas à démarcher, nous, les femmes, à aller vers les autres. On nous inculque à être discrète, à être présentable, être calme. Aussi, en France, on les pousse à prendre la parole, à aller démarcher les gens. Beaucoup plus. En général, tu vois, c'est pas compliqué, mais une femme qui s'exprime un peu fermement, on dit qu'elle est folle ou qu'elle s'excite. Ouais. Un homme, on dit, il est charismatique. Ouais, ou c'est un fou aussi. Non, en fait, un homme qui crie sur quelqu'un, on va dire, ah, il a de la poigne, il a du caractère. Une femme, on va dire, c'est une hystérique. Ouais, je te rejoins là-dessus, c'est vrai. Donc, en fait, de base, ça veut dire que la manière d'exprimer nos émotions, de s'extérioriser, tu vois, est différente. Et donc, du coup, on va laisser beaucoup plus de place à un homme à faire preuve de proactivité, d'initiative, en tout cas, surtout sur le business, qu'une femme. Une femme, on va s'attendre à ce qu'elle soit plus calme, plus douce. Mais tant mieux, parce que moi, je trouve que c'est un avantage, parce qu'en vrai, on ne nous voit pas venir. Et moi, il y a plein de questions que j'arrive à poser beaucoup plus facilement que mes homologues hommes, parce qu'on n'anticipe pas que je puisse être capable de poser ce type de questions aussi frontalement. Bah, nous, on fait beaucoup de recrutement. À choisir, je prendrais toujours une femme par rapport à un commercial homme. Sur 100 CV, j'ai maximum 10 CV féminins. Maximum. Donc, c'est même pas que c'est nous qui faisons le choix de prendre plutôt un homme ou une femme. Non, mais il n'y a pas sur le marché. Non, elle postule pas. Et pourtant, c'est des profils, si tu rentres dans le cliché, qui sont souvent bien plus à l'écoute qu'un garçon. Donc, elles sont beaucoup plus dans le faire acheter que dans le je te vends. Et surtout, elles arrivent moins avec leurs gros sabots de garçons. Et donc, elles y vont beaucoup plus en douceur, mais c'est bien plus réfléchi. Et on a beaucoup plus d'intelligence émotionnelle, nous, les femmes. En plus. Le fait d'avoir ce truc hormonal, cyclique, etc., nous fait qu'on a naturellement plus d'empathie. Tu vois, on est beaucoup plus empathique vis-à-vis des autres, on est beaucoup plus sensible, on ressent plus les émotions. Et donc, on ressent aussi les émotions de nos clients. Et c'est ce qui nous aide aussi parfois peut-être à cibler beaucoup plus facilement que les hommes, nos questions ou nos réponses ou nos arguments. Donc, je pense qu'il y a du bon et du moins bon. Je pense pas qu'il y ait plus facile ou moins facile. Je pense que ça dépend des secteurs, ça dépend de ce que tu vends, ça dépend aussi de ta posture. Mais tu vois, moi qui coach quand même beaucoup de femmes, j'ai un peu plus de femmes que d'hommes dans mon académie. Il y en a plein qui m'ont dit si c'était un homme, j'aurais jamais pris la formation. Je l'ai prise parce que tu étais une femme et donc tu comprenais notre position. Et ce syndrome, tu vois, de la bonne élève, de mais non, mais je suis pas légitime, mais attends, moi je vais pas comme ça l'envoyer bouler, tu vois. Je leur dis mais en fait si, tu vas lui dire non. Tu vas lui dire non et tu peux lui dire non gentiment, mais tu vas lui dire non. Et je pense qu'elles ont besoin aussi de ce truc de confiance, de quelqu'un qui les pousse parce que la société a beaucoup attendu de nous qu'on soit des petites fissages, quoi. Je le sais, on m'a toujours dit que j'étais trop. Tu prends de la place, tu parles fort, tu t'exprimes, enfin, t'as pas peur, ou t'es pas assez féminine, tu vois, t'es trop masculine, t'as trop une énergie masculine. Et ça veut dire quoi, énergie masculine ? Enfin, tu vois, ça veut rien dire.
Donc c'est quoi en fait? C'est quoi une femme en fait aujourd'hui? Elle reste dans son petit coin et elle ose pas ouvrir la bouche. De base, on est plus critiqué. Donc on est dans une société patriarcale, faut faire avec. Moi, je déteste les discours de victimes. Oui, on est des malheureuses. On n'est pas des malheureuses, d'accord? À partir du moment où on sort des êtres humains de notre corps, déjà, j'estime qu'on est le sexe fort. Toi, tu veux que j'ai des problèmes, je peux pas réagir à ça. Je sais, c'est pour ça. Déjà, t'as une fille, une femme, c'est mort. Bah, moi, je suis en sous-effectif. T'es en sous-effectif chez toi, là. T'es en sous-effectif. Non, mais tu vois, moi, je veux que les femmes, elles prennent confiance et qu'elles comprennent qu'en fait, du business, elles en font tout le temps. Et que de la vente, elles en font tout le temps. Quand elles négocient avec leurs enfants, c'est de la négociation, mais ça fait partie de la vente, tu vois. Elles font de la vente continuellement, elles sont douées pour ça. Et moi, je veux juste qu'on utilise nos caractéristiques féminines à notre avantage. Moi, j'adore être une femme en sales. C'est génial. J'ai plein d'avantages. En quoi, si tu avais une qualité féminine pour un commercial, pareil pour un masculin, c'est quoi les qualités que tu mettrais en avant pour un bon commercial ou une bonne commerciale? Pour moi, c'est ta capacité à être empathique et ta capacité à rebondir. Ok. C'est bien d'être empathique, mais t'es pas non plus là pour que tu sois l'épaule de ton client qui pleure, tu vois. Faut quand même être capable aussi de rebondir et de trouver des solutions. Donc pour moi, c'est problem finder, problem solver. C'est le commercial excellent. Il trouve les problèmes, les vrais problèmes, parce que lui dit le client qui pense avoir comme problème, et il y apporte une solution. Et c'est quoi le pire défaut, à l'inverse, pour un commercial? Le truc qui t'insupporte? Moi, ça me saoule. En fait, moi, ce qui me saoule, c'est un commercial qui rebondit avec lui. Je donne souvent cet exemple en coaching, ça va te faire rire, je pense. Mais tu sais, je dis, quand le client vous donne un pain en vous disant, moi, c'est vrai que le service client, par exemple, c'est quelque chose qui est super important, et que tout de suite, vous le coupez et vous rebondissez en disant, ça tombe bien parce que nous, on a un super service client, non. Je dis, en fait, tu sais, c'est la même chose que si tu rencontres un mec, il te dit, c'est quoi ton style de mec, que tu lui dis, moi, j'adore les mecs drôles, et il dit, ça tombe bien parce que je suis super marrant, mes potes, ils m'appellent le rigolo. On rentre ensemble? Non, mais oui. Je vois très bien le truc. Et surtout que, au-delà du faible impact que va avoir ton argument parce qu'il est mauvais en termes de timing, en termes de posture, tu viens de casser toute la confiance, toute l'empathie, toute la crédibilité que tu t'étais tué à construire parce que t'es passé d'une personne qui était normalement à l'écoute à un char qui est là pour vendre, quoi qu'il arrive. Et donc, c'est même pas pour vendre, je pense, parce que moi, je discute avec beaucoup d'entrepreneurs et ils le font même pas mécaniquement avec le truc de je veux vendre. Ils sont vraiment même plus dans cette posture. Et tu vois, moi, les gens que je coach, ils sont même pas dans cette posture de le commercial de base, oui, il pense à la vente, tu vois. Mais un entrepreneur, il vend aussi. Et en fait, des fois, ils sont même pas dans cette posture, même certains commerciaux, ils sont juste dans la posture de je veux te montrer que j'ai la réponse. Ouais. Et je veux te montrer que je sais et que je te comprends. Donc en fait, à la base, ça part d'une bonne initiative. C'est juste que cet argument, il est tellement puissant, le fait de justement faire le lien avec le pain, que si tu le fais au mauvais moment, t'as juste tiré une balle à vide. Alors que t'aurais attendu un petit peu, t'étais dans le bon angle et elle aurait eu 100 fois plus d'impact. Et tu penses on est de bons commerciaux en France? Oui, bien sûr, je pense qu'on en a beaucoup. C'est quoi notre force principale, tu penses? Nous, les Français? Ouais. Déjà, t'es pas sur un marché facile, hein, donc t'as intérêt d'être bon. C'est vrai. Pour commencer. Ouais, c'est vrai. Non, mais pour te le dire, pour te donner un peu une idée, quand je bossais dans des boîtes américaines, le marché français, c'était... T'avais pas envie, quoi. Tu savais que t'allais te casser les dents. Ouais. Parce que les Français sont difficiles, que c'est un marché, tu vois, qui est un peu compliqué. On n'est pas aussi éveillé sur le marketing et la vente qu'aux États-Unis. Tu vas aux États-Unis ou au UK, tu fais un bon call, même si le mec, il l'achète pas, il t'appelle, il te propose un job. Ouais. Il te dit, t'es trop un tueur. Tu vois, t'es trop fort, c'est trop bien. Même des fois, il y en a qui signent parce qu'ils trouvent que t'es bon. Ils disent, t'es trop bon, il faut que je signe avec toi parce que ça veut dire que t'es carré. Tu vois, pour eux, c'est une preuve que si t'es bon commercial, t'es bon dans le business. Si t'es bon dans le business, tu vas bien délivrer ce pourquoi je paye. En France, c'est pas du tout le cas. En France, c'est mais non, mais me pressez pas, mais on va attendre les vacances. Mais alors là, il y a un petit pont, alors du coup, on va faire le pont, puis ma collègue, elle revient de congé. Puis non, mais nous, à 18h, on répond plus aux mails. À 18h, processus de vente, c'est long. Hein. Ils sont ralentis par ce que j'appelle les planqués. Sur des cycles de vente longs, c'est ralenti par les gens qui sont des planqués dans ces boîtes, tu vois. Et du coup, c'est dur. Quand tu fais du B2B, je parle. Ouais, bon, après B2C, c'est à peu près pareil. Hein. Ouais, B2C, on est super... les Français, on déteste le changement. C'est pour ça qu'on a fait des manifestations, de toute façon. Réfractaires au changement, les Français, on adore manifester, être réfractaire au changement. Ah, je veux pas qu'on change, on reste comme on est. Ok, d'accord. Et tu penses que c'est un métier d'avenir commercial? De toute façon, tu peux pas faire... Enfin, il n'y a pas de capitalisme sans commerciaux. Non, parce que je te demande ça, c'est un vrai sujet en ce moment. Tu as plein de choses qui fleurissent sur l'IA qui voudraient, dans un monde parallèle,
que l'IA fasse disparaître les commerciaux. Et justement, je suis prenant des avis des uns et des autres qui connaissent vraiment le marché, pas des geeks qui essaient d'inventer un remplaçant commercial, de leur avis sur cette thématique-là finalement. Pour moi, ça n'a pas trop lieu d'être. Je pense qu'il y aura de plus en plus d'outils en self-service, donc il y aura de plus en plus de métiers liés à la relation client. Ouais. Ça, c'est sûr. Je pense que ça va pas mal augmenter. Par contre, sur la partie commerciale, on va avoir moins de commerciaux de toute façon, il y en a de moins en moins sur des petits paniers. Tu vas en avoir de plus en plus uniquement sur des gros paniers. Mais la relation commerciale ne peut pas mourir. Parce qu'en fait, si on dit que l'IA nous remplace sur la partie commerciale, ça voudrait dire que tout le monde est capable de prompter son besoin. Parce que l'IA, elle fait quoi en fait ? C'est un algorithme. Oui, elle va te poser des questions, mais elle va pas ressentir le ton sur lequel tu as posé la question, même si elle est capable de l'analyser. Elle va pas réussir à, sentir ce truc, cette énergie, ou même, les biais cognitifs qu'on a dans le cerveau où on crée une information uniquement si elle existe dans notre tête. C'est un raccourci qu'on va faire. Parfois, ça nous aide même à signer des deals parce qu'on va taper sur le bon truc où l'IA a trop d'informations et elle va avoir du mal à jauger laquelle est la bonne parce qu'elle va pas sentir cette énergie. Et je pense que tant que les IA sont pas capables de lire les énergies, ce qui me paraît quasi impossible, le métier de sales reste irremplaçable. C'est ce qui fait que les gens se disent « Ah, lui, je le sens bien » ou « Lui, je le sens pas ». Une IA, elle est pas capable de faire ça. Et on n'est pas capable aujourd'hui de faire en sorte que tout le monde sache prompter. Déjà, attends, il y a combien de personnes qui savent même pas utiliser Internet ? Alors, avant d'utiliser un prompt, oui, non, mais c'est vrai. On a le time. Parce que ça voudrait dire que les gens connaissent leurs besoins par cœur et qu'ils sont capables de l'expliquer à une IA ou qu'une IA est assez parfaite pour comprendre exactement ce qu'on veut dire et ensuite nous trouver une solution. Franchement, même moi, quand je parle avec ChatGPT, je me dis, là, on est encore loin. Il n'a pas tout compris ce que j'avais dans ma tête. Et pourtant, je prompte bien, tu vois. C'est bon, quoi. Mais tu as des mecs qui te disent, dans 10 ans, tu n'auras plus d'acheteurs, tu auras des IA, tu n'auras plus de vendeurs, ce sera aussi des IA. Parce que grâce à ça, on va justement supprimer tout l'aspect émotionnel de la vente, tout l'aspect irrationnel et donc non réfléchi des choix. Mais ça ne peut pas exister, l'être humain est émotionnel. Je sais qu'il y en a plein qui disent ça. Après, je pense que c'est aussi une manière de se rassurer et de se cacher parce qu'ils ont peur de faire de la vente. Et justement, tu dirais quoi à quelqu'un qui a peur de faire de la vente ? Qui est obligé mais qui a peur ? Qui l'en fait tous les jours et que la confiance se crée par les actions. Donc au début, tu as peur de faire du vélo, mais une fois que tu es tombé et que tu as vu qu'en fait, ça faisait pas si mal que ça, tu remontes. C'est pareil. Tu vas prendre ton téléphone, tu vas te prendre un rejet, puis tu vas voir qu'en fait, t'es pas mort. Puis tu vas remonter sur selle. Ok. Et donc, qu'est-ce que tu vas dire à un commercial ? Tu dis, ok, je veux bien essayer, mais comment je deviens bon ? La répétition. Il n'y a pas de secret. C'est comme le ski. T'apprendras pas à vendre en lisant un bouquin. T'apprendras pas à faire du ski en regardant une vidéo. Et t'apprendras pas à vendre non plus en regardant une vidéo. Ce qui va faire que tu vas savoir vendre, c'est la manière dont tu vas l'appliquer. Et surtout, la répétition. Parce qu'au début, c'est pas naturel, donc tu dois créer une habitude. Pour créer une habitude, il faut que tu la répètes. Il n'y a pas de secret. Enfin, toi et moi, on le sait, c'est de par la répétition qu'on est devenu bon. On n'a pas lu un bouquin et du jour au lendemain, on s'est dit « Ah tiens, finalement, je suis bon en vente ». T'étudies un sujet, mais la vente fait partie de ces métiers où il faut pratiquer. Comme un développeur, il va pouvoir anticiper des bugs parce qu'il a tellement codé, il les a tellement déjà vus qu'il est capable de les voir venir à 1000 mètres. Nous, c'est pareil. On va pas se faire leurrer par des prospects, par certaines typologies de prospects, parce qu'on les a tellement vus qu'on va anticiper et qu'on va se dire, OK, bon, là, le deal, je vais pas passer trop de temps. C'est surtout ça, je pense, qu'il faut prendre en compte, c'est pratique, pratique, pratique. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de miracle. Arrête de t'attendre à ce que si tu écoutes un podcast, tu lis un livre, même moi, je fais plein de contenu. Tu te rappelles de la dernière vidéo que tu as regardée ? Oui. Ah ouais ? Oui. C'est quoi ? C'est une vidéo de Walter. Enfin, c'est pas une vidéo, c'est un sujet de Walter. On embrasse très fort aujourd'hui, sur une idée qu'on a déjà avec un truc qui nous agace, où il parle des vendeurs en boutique. Et tu sais, le vendeur qui arrive dit « Je peux vous aider ?» Première question fermée, tu t'intéresses pas à la personne, tu crées pas de la valeur et forcément, ça se referme, mais sur toi. Donc en fait, la personne dit « Non, alors que tu aurais peut-être pu l'aider si tu avais été plus loin que juste mécaniquement sortir la phrase que tu sors 87 fois par jour. » Donc ouais, je m'en rappelle. Et moi, pour le coup, je suis totalement d'accord avec toi sur la répétition, parce que tu n'apprends pas à boxer en lisant dans un bouquin ou le ski, pour reprendre ton exemple. Par contre, quand tu commences à maîtriser et à pratiquer, je pense que tu as besoin de faire l'effort d'aller te former. Et se former, c'est pas forcément payer un bootcamp ou payer une formation. Ça peut être juste d'acheter un livre à 10 balles, juste d'aller sur YouTube, juste d'aller sur les réseaux sociaux. Parce que ça aussi, ça joue dans la répétition, d'entendre les mêmes sujets, de voir la mécanisation des choses, les avis des uns et des autres. Par contre, se former, ça c'est obligatoire et je te rejoins. Et même moi, je continue de me former aujourd'hui. J'arrêterai jamais. Mais pour moi, c'est pas juste se former. Parce que tu vois, moi, je le vois en faisant beaucoup de coaching quand même. Faut pas s'attendre à, parce que tu as acheté le livre, tu vas avoir une solution. Déjà, faut le lire. Faut le comprendre, faut l'appliquer, faut revenir dessus, faut relire, faut appliquer, faut revenir dessus.
Donc, c'est bien, ça te forme, ça donne de la connaissance supplémentaire. C'est ce que j'appelle des raccourcis. Dans la vie, tu as plein de raccourcis. Tu peux prendre quelqu'un qui a 15 ans d'avance sur toi et en fait, il va t'éviter de faire les mêmes erreurs qu'il a fait, donc tu vas aller 3 fois plus vite. C'est le principe un peu du mentor et tu vois, de l'élève et au bout d'un moment, l'élève dépasse le mentor. Mais si tu pratiques pas, dans tous les cas, il y aura pas de secret. Donc pour moi, de la base des bases, déjà, si tu pratiques, tu progresses. Si tu pratiques pas, dans tous les cas, tu peux lire autant de livres que tu veux, faire tout ce que tu veux, ça restera dans ta tête. Ouais. Et il y a une différence entre penser savoir et vraiment savoir. J'étais avec Jean-Pascal Mollet ici. Il dit, t'as 4 niveaux. T'as le « je suis incompétent et je le sais pas ». T'as le « je suis incompétent et je le sais ». T'as le « je suis compétent quand je suis conscient ». Et t'as le « je suis compétent inconsciemment ». Mais à force de pratiquer, tu passes les différentes étapes. Sinon, tu restes incompétent et puis voilà. Après... Jeremy Miner, il en avait un comme ça que j'aimais bien, qui était un peu différent, mais qui était un peu dans le même style. C'était, t'as les wingers. Les wingers, ils n'ont pas de méthode. Ils n'ont pas de strat, c'est-à-dire qu'ils aiment un peu au feeling à chacun des calls. Tu vois, c'est oh t'inquiète, je gère. Tu vois, ils n'ont pas de méthodologie. Et quand ça marche pas, c'est les leads, c'est la faute du market. Ensuite, tu as les dabblers. Donc les dabblers, c'est les gens qui vont aller chercher un peu des infos partout, tu vois. Mais en fait, ils vont regarder une vidéo par-ci, une vidéo par-là, mais il n'y a pas vraiment, tu vois, des méthodes. Il y a les know-it-allers. Donc ça, c'est les personnes qui pensent « je sais tout ». Tu vois, c'est « non mais moi, j'ai 15 ans de sales, je connais tout par cœur, j'ai pas besoin de savoir, j'ai pas besoin de me former et tout ». Et ensuite, tu as ceux du dessus, c'est les « committed to mastery ». C'est ceux qui vont continuer à investir dans leurs compétences parce qu'ils savent que tant qu'ils continueront à le faire, ils continueront à être bons. La question, c'est dans quelle catégorie tu as envie d'être. C'est ça. Tu as les mêmes profils en formation. Ah oui, mais Sur 10 personnes en formation, tu les retrouves. En fait, c'est simple. Les wingers, ceux qui y vont un petit peu au feeling, c'est ceux qui vont pas acheter chez moi tout de suite, qui vont acheter chez moi au fur et à mesure de venir dans mes masterclass, parce qu'ils vont comprendre qu'en fait, le feeling, ça leur fait perdre trop de ventes et que ça peut marcher si tu es un peu bon et que tu as une bonne intelligence émotionnelle, mais que ça te fait perdre quand même beaucoup de deals. Les dabblers, c'est tous ceux qui en fait viennent à mes masterclass et limite m'envoient des messages en mode « Ouais, pourquoi on doit payer une formation pour avoir accès au reste ?» Parce qu'en fait, je peux pas donner du contenu gratuit à vie, en fait, il faut bien que je vive, tu vois. Les know-it-allers, c'est ceux qui vont dire « Ah non, mais ça, je le sais, c'est tellement la base. » Ouais, c'est... Et je me dis, non mais... Tu vas vendre 500 balles ton truc, j'en ai plein des commentaires non, mais en fait, tu vois, c'est très chiant parce que tu as envie de dire « Mais si tu le sais, pourquoi tu l'appliques pas ?» Parce que si tu l'appliquerais, tu serais pas en train de commenter à cette heure-ci, tu serais en train de signer des deals, mec. Donc, tu n'appliques pas, on est bien d'accord. Mais ça, tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Un vrai biais. C'est-à-dire que tu as aussi énormément de commerciaux. Ou qui disent, moi, j'ai pas besoin de me former, j'ai fait 15 ans de sales. Je suis en mode, oui, d'accord. Donc, en fait, sous prétexte que t'es footballeur, t'as plus besoin d'un coach ? Non, justement. Meilleur tu es, meilleur t'as besoin d'un coach. Donc, en fait, Mbappé, vu qu'il sait jouer, il a plus besoin de coach. Non, mais c'est ça la différence. Non, mais il s'est joué au foot. Entre le Mbappé qui est à la télé et le Mbappé qui est resté à Bondy parce qu'il s'est dit, mais moi, t'as vu, je vais hyper vite, je suis hyper bon. Ouais, ok, maintenant tu sers des frites au KFC d'en face. Et le vrai Mbappé, il est au Real Madrid, il a 8 coachs qui analysent tout. Mais c'est un vrai délire. C'est ceux qui te disent, non, mais moi, je sais tout. Moi, je la connais, la méthode. Mais tu l'appliques pas, en effet. Oui. Non, mais ça, il y en a plein qui me disent, moi, je connais le BANT. Et tu le fais du coup ? Non. Donc ça sert à quoi de le savoir ? Je comprends pas. C'est un truc de dingue. Je sais pas si c'est propre aux commerciaux en France. Je connais pas suffisamment les commerciaux aux États-Unis. Non, c'est même aux États-Unis. C'est un système américain. Les know-it-allers, c'est très classique des gens qui ont beaucoup d'ego, qui pensent qu'ils savent tout. En fait, les gens qui sont pas capables de se remettre en question en se disant, oui, peut-être, je suis preneur de ton feedback, j'aimerais bien savoir sur quoi je dois m'améliorer, etc. Les gens comme ça stagneront toute leur vie dans tout. Ce qui est dur à encaisser dans la vente, c'est que c'est tellement facile de calculer, j'ai envie de dire presque ton ROI et ton ROI perso, pas que le ROI de ta boîte. Parce que si tu closes plus, évidemment, ta boîte, elle prend plus d'argent, mais que tu sois chef d'entreprise ou commercial, toi aussi, tu es censé encaisser plus. Bah oui. Et il y en a tellement qui se contentent de leur médiocrité, de se dire, ouais, bon, celui-là, je vais peut-être le signer, pas le signer. Ok, je suis à 36% de conversion. Ouais, mais tu ferais combien de plus si tu étais à 43 ? Et ces 43, ils sont pas si compliqués que ça à aller chercher. Bah non. Mais en fait, c'est toujours le ratio flemme-effort. C'est à quel point est-ce que le jeu en vaut la chandelle, à quel point est-ce que je suis prêt à aller chercher ces pourcentages en plus pour me dire que finalement, ça vaut le coup de faire l'effort pour y aller. Tu vois, Romain Bouvet, il l'avait fait dans une interview, tiens d'ailleurs, je vais te le faire. Si jamais je te dis, en fait, il y a une veste, elle est à 100 €, mais si tu veux, dans le magasin d'à côté, elle est à 80. Il est à 5 minutes. Tu y vas ou pas ? Bah oui, direct. Ok. Par contre, si je te dis, il y a une télé, elle est à 1480, mais dans le magasin d'à côté, elle est à 1460, à 5 minutes. Tu y vas ou pas ? J'y vais aussi. Tu y vas aussi ? Ok. Ça, c'est juste une notion où la majorité des gens disent qu'ils y vont pas.
Franchement, c'était pas 5 minutes, je crois que c'était 10 ou 15 minutes, un truc comme ça. Ouais. Ils y vont pas, et je crois qu'ils disaient qu'il pleuvait ou un truc comme ça. Pourtant, c'est 20 €. C'est juste que 20 € sur 1480, déjà, ça te paraît un peu plus dérisoire parce qu'il y a une notion d'ancrage de prix. Et ensuite, la deuxième chose, c'est l'effort par rapport au temps. Si je t'avais dit que le truc était à 30 minutes à pied, tu serais allé ? Non. Voilà. Et parce que mon temps, il vaut plus que 40 € de l'heure. Et oui, mais c'est cette notion d'effort. En fait, c'est de se dire, je préfère passer du temps avec ma famille que passer du temps à me former sur le sales, parce que dans mon job, faire 10% de plus en sales, bah ça me demanderait trop d'efforts par rapport à ce que ça va me rapporter en termes de qualité de vie, donc je me contente. Et tu vois, c'est pas qu'ils se contentent dans leur médiocrité, je pense que c'est juste que c'est des personnes qui arrivent à se satisfaire de ce qu'ils ont et qui n'ont peut-être pas l'ambition d'aller chercher toujours plus. Pour moi, c'est aussi les mêmes qui vont te dire je touche pas assez de primes, ou ma boîte elle rentre pas assez de nouveaux clients, ou je fais pas assez de chiffre d'affaires, ou que sais-je, et qui vont te dire je comprends pas, pourtant je fais tout ce qui est dans mon pouvoir pour le faire, je suis prêt à tout, je suis un mec déterminé. Je suis déterminé, mais combien de fois on l'a en entretien ? Je peux pas. On l'a tous les jours. Quelqu'un qui dit je suis déterminé, pour moi il est pas déterminé. Bah non, sinon il n'a pas besoin de le dire. Il le montre déjà. Mais quand bien même, ces mecs-là, ils vont te le dire, mais c'est pas vrai. Tu vas à la Fnac, il y a des bouquins à 10 balles. Tu vas sur YouTube, ça t'a pris 20 minutes par jour. Plutôt que de scroller comme un couillon sur TikTok dans le métro pour aller taffer, tu regardes une vidéo 20 minutes le soir, 20 minutes le matin. Je peux te garantir qu'à la fin de ton année, tu as changé de dimension. Commercialement, mais ça vaut pour tous les métiers. Ah oui, non, mais ça Mais c'est sûr. qui le fait ? T'as qu'à prendre un métro le matin à 9h. Qui regarde une vidéo intelligente ? Qui est sur LinkedIn ? Non, t'as que des gens qui sont sur Tetris. Allez, certains qui lisent la presse. Mais sinon, c'est TikTok. Après, sur LinkedIn, t'as pas toujours que des trucs intelligents. T'as pas non plus que des trucs intelligents. Normalement, c'est quand même moins couillon que sur TikTok et autres. Ah, je sais pas. Tu vois, moi, pour être sur les 3 réseaux, Ouais. je pense que pas forcément. Ah, moi, je vois Ça dépend de ton feed. Les publics des 3 réseaux, c'est pas le même quand même. Non, alors TikTok, non. Moi, je trouve que c'est assez à part. Mais Instagram, moi, des fois, j'ai des trucs beaucoup plus intéressants sur Instagram que sur LinkedIn. Toi, en tant que visiteur, ouais, en effet. Je te parle, moi, en termes de créateur de contenu, le public à qui tu t'adresses, je trouve que c'est décroissant. LinkedIn, oui, c'est Instagram, beaucoup plus poussé LinkedIn en termes de public que Instagram. Mais sur Instagram, tu as un reach qui est plus important. Tu touches beaucoup plus de gens. Après, l'algorithme, je trouve qu'il est mieux fait. Sur LinkedIn, il t'envoie quand même que des trucs un peu identiques tout le temps. Les gens se prennent les sujets tout le temps. Ouais, mais du coup, je trouve ça dommage parce que ça t'ouvre pas le champ des possibles. Alors que sur Insta, ça t'ouvre un peu plus le champ des possibles. Ouais, c'est vrai. T'as peut-être ce côté aussi plus politiquement correct sur LinkedIn qui bride les gens, l'information, c'est toujours très formaté. Moi, je trouve que les commerciaux en France, tu vois, on mériterait de les accompagner mieux, eux individuellement, parce que ça coûte encore une fois 10 balles d'acheter un bouquin et c'est ta commission à la fin du mois qui change, mais même managérialement parlant. C'est-à-dire qu'il y a combien de boîtes qui vont te dire non, mais cette année, il n'y a pas de budget pour les commerciaux, ou non, mais ils sont déjà bien, ou on va pas prendre le temps de les former. Mais tu sais pourquoi ? Parce que ça remet en cause leur propre travail. C'est ça le problème en fait des managers commerciaux. C'est que tu vois, moi, ce que je reproche beaucoup aux boîtes, quand j'en discute avec des entrepreneurs qui veulent embaucher ou qui ont des équipes, je leur dis s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur de mettre votre top performer en manager. Mais ça, tout le monde va le faire. Mais ne le faites pas. C'est pas parce qu'il pense qu'il peut être manager qu'il va être bon manager. Pourquoi ? Parce que 1, tu vas perdre le revenu qu'il génère. Donc ça, c'est un vrai, c'est un vrai point important. 2, il va être super frustré parce qu'en fait, il va gagner moins et il va remettre tout son stress que lui, il a arrivé à centraliser auprès des équipes qui vont être de plus en plus stressées. Et au final, ça va être un cercle vicieux et ça va jamais marcher. Et le problème, c'est qu'il a un boulard tellement important parce que ça a été le meilleur de la boîte que pour lui, comme il connaît tout, bah, c'est la meilleure personne pour les former. Sauf qu'il n'a aucune pédagogie, même s'il a la connaissance. Il est bon, mais il est incapable d'expliquer comment. Et donc, du coup, au final, tu te retrouves avec un serpent qui se mord la queue, un manager qui refuse qu'on paye une formation parce qu'il dit « Attends, et moi, j'ai ramené des millions, c'est pas une gamine qui vient et qui va m'expliquer. » Moi, ça m'est arrivé plein de fois, tu vois. Mais qui disent « Qu'est-ce que tu vas nous apporter ?» et tout, machin. En fait, si toi, déjà, t'es pas capable de te remettre en question ou ne serait-ce que de challenger, tu vois, challenge-moi si tu veux, il n'y a pas de problème, on en discute, challenge-moi et on voit si je peux t'accompagner. Mais si de base, tu pars avec un a priori de... Sous prétexte que toi, ça fait 10 ans que t'es dans la boîte, t'as dans tous les cas rien à apprendre de quelqu'un d'autre, bah déjà de base, je comprends pourquoi tes commerciaux font pas plus de chiffres. Parce que tu les pousses pas pour les bonnes raisons. Tu les pousses pas pour se dépasser. Tu les pousses dans un objectif court-termiste de faut qu'on fasse plus d'argent maintenant. Et c'est le problème des boîtes, c'est des fois, elles sacrifient la remise et elles font beaucoup, beaucoup moins de marge parce qu'elles se disent il faut qu'on signe du client, il faut qu'on signe du client, il faut qu'on signe du client. Mais ouais, mais en fait, t'as pas gagné d'argent sur ce client. Donc ton but, c'est quoi ? C'est gagner de l'argent, faire de la vente éthique, avoir des clients qui te recommandent et peut-être faire beaucoup d'efforts pendant tes 2-3 premières années et ensuite avoir un business qui te rapporte la même chose qui tourne et toi, tu te concentres sur des sujets un peu plus stratégiques avec
tu vois, d'autres typologies de vente qui est plus liée à du partenariat ou, tu vois, stratégique, etc. Ou est-ce que tu veux être le hamster qui court dans la roue tout le temps parce que tu as tellement cramé toutes tes cartes au début qu'en fait, tu dois toujours aller chercher du nouveau client parce qu'en fait, tu vends pas cher et tu vends pas cher parce que tu te remets pas en question et tu te remets pas en question parce que tu as trop d'ego et tu as mis un manager de merde parce que tu pensais que c'était ce qu'il fallait faire. Et en fait, un enchaînement de décisions de merde qui, in fine, amène à une boîte qui à la fin, a le couteau sous la gorge, quoi. Ouais, mais moi, c'est ce que je vois trop souvent et ça me fait vraiment beaucoup de peine. Combien t'en as des boîtes comme ça? T'en as une tonne? Moi, ça me fait beaucoup de peine quand je vois ça. Parce que je me dis, t'aurais mis ton ego de côté 5 minutes, ton problème, il aurait été réglé. Moi, j'ai pas plus de peine que ça. Je vais te dire pourquoi. Ah, tu vois la différence entre un homme et une femme? T'as vu l'empathie? Mais j'ai envie de te dire, t'as tout à portée de main, facilement, gratuitement, pour savoir ce qui est bien pour toi. Si t'as pas envie de l'écouter, tu peux pas revenir X temps plus tard et dire « Ah, mais je me suis pris pour Dieu Tout-Puissant. Finalement, je le suis pas, je veux bien un peu d'aide. » Je suis d'accord avec toi, mais il y a l'écouter, le comprendre. Ouais. Moi, je pense qu'il y en a beaucoup qui écoutent, mais qui n'assimilent pas ou qui ne font pas le lien et qui ne comprennent pas. Tu sais, c'est comme, j'en discutais avec un client, c'est comme ce pote, tu sais, qui te dit non, mais moi, ça va pas trop bien avec ma meuf, etc. Puis t'as un autre pote qui, pareil, a le même problème, tu lui racontes et tu lui dis ah, tiens, c'est marrant, ça me fait penser à ton histoire. Ah non, mais moi, mais pas du tout. Je suis pas du tout comme ça. Et en fait, tu vois, il t'écoute, mais il comprend pas le message. Ouais, il refuse. Il refuse. Et donc, en fait, c'est pour ça que je te dis, allez lire un bouquin, regarder une vidéo ou quoi que ce soit, ça changera pas grand-chose parfois parce que de toute façon, t'es pas dans l'état d'esprit de te remettre en question. Et à partir du moment où tu travailles pas sur le cœur du problème, qui est mon ego et mon état d'esprit, dans tous les cas, tu n'arriveras pas à progresser. Donc, moi, je pars toujours du principe que je suis la plus nulle. Je suis la plus nulle dans tout. Je sais que je suis forte, c'est pas un sujet, mais c'est juste que je me dis toujours, il y a toujours quelqu'un qui est plus fort que moi et il faut que j'aille le chercher. Et je me dis pas, tiens, c'est lui qui est plus fort que moi et lui, il est nul. Je me dis juste, c'est sûr, il y a un sujet où il est meilleur que moi, il faut absolument que je le craque. Et cette différence juste de mindset et de shift, déjà, elle rend ta vie beaucoup plus excitante parce que tous les jours, tu apprends des choses et à la fin de l'année, tu te dis, ah tiens, j'ai progressé sur ça. Et c'est ça qui fait la beauté de la vie aussi, c'est l'apprentissage. Et ensuite, tu te remets en question et donc forcément, tu deviens meilleur. Et moi, je me dis, quand bien même ça, je le sais, peut-être que le réapprendre va me permettre de beaucoup mieux le retransmettre à mes élèves. Et juste pour ça vaut le coup, en fait, parfois de réapprendre même ses fondamentaux. On parlait des sportifs tout à l'heure, tu parlais de Mbappé. Le mec a le plus d'ego sur Terre, peut-être c'est Cristiano Ronaldo. Allez, on va le mettre comme ça. Le gars, il a investi des millions et des millions dans son apprentissage, dans sa récupération. Il a acheté des machines de la NASA, pas pour être meilleur, mais pour être le meilleur. Donc si le mec, après avoir gagné le ballon d'or, le truc, le Graal ultime... Pour moi, c'est pas de l'ego, c'est de la confiance en son potentiel. Ouais, mais peu importe comment tu l'appelles. Mais si lui, il est capable de le faire, toi, manager des ventes de je sais pas quelle boîte, t'es pas capable de le faire. C'est toi qui le veux pas. En vérité, c'est toi qui le veux pas. S'il y a des managers qui nous écoutent... J'ai aucune peine pour vous. Moi, j'ai un peu de peine, si vous voulez. Parce qu'elle veut vous closer. C'est pour ça, surtout. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai pas de souci. Au moins, quand je les close, j'ai du travail sur le long terme. Donc, voilà, mais il y a plein de choses à déconstruire. L'ego, c'est un excellent carburant. C'est pas un problème, l'ego. Ah, mais moi, c'est un carburant de dingue. Mal dosé, c'est le début d'un incendie. Ouais. Par contre, tu vois, ton carburant, il se renverse et là, tu as une étincelle. Que tu trouves le meilleur, c'est très bien. Mais vas-y, va être encore meilleur. Il n'y a rien qui est fini. Il n'y a rien qui peut être parfait sur Terre. Si tu es à 97, essaye demain d'être à 98 ou à 97,1 ou 0,01. 1% tous les jours, c'est dans le livre Un rien peut tout changer. Atomic Habits de James Clear, il le dit. 1% tous les jours, dis-toi que tu as progressé de 17% sur l'année. Mais même 5 minutes d'apprentissage, juste 5 minutes tous les jours, sur une année. Ça fait combien de temps? Sur 10 ans, ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 1 mois de formation en cumulé, 2 mois de formation en cumulé. Sauf que tous les jours, tu as la nuit qui vient, tu l'ancres, etc. Tu vas le pratiquer. Mais encore une fois, faut le vouloir. Et pas se dire, moi, je fais rien pour devenir meilleur et je comprends pas, je signe pas, j'ai pas mes primes. Ben ça, tu vois, je trouve que c'est une vraie mentalité. Et c'est pour ça que finalement, ce qui fait la diff entre le commercial qui sait déjà beaucoup de choses et celui qui sera le meilleur, c'est celui qui a envie de les apprendre. Et ça, on n'en a pas assez, je trouve. C'est vrai. C'est pour ça que tu as créé l'académie. C'est pour ça que j'ai créé l'académie. Tu vas nous en parler un petit peu. En fait, c'était la formation de vente que j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré en sales et quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat. Après, sur la vente, ça allait du coup. Mais en fait, c'est une académie de vente. Donc, c'est un programme sur 3 mois qui est disponible en individuel ou en collectif. Ouais. Et j'accompagne les entrepreneurs et les commerciaux sur l'intégralité du cycle de vente. Donc, on travaille... Le premier module, c'est l'état d'esprit. Parce que pour moi, tu vois, je t'ai dit, en fait, je travaille toujours les problèmes à la racine.
l'état d'esprit, ensuite la psychologie du prospect, la prospection, la découverte, la négociation, le closing. Je rajoute des modules au fur et à mesure. Là, j'en rajoute 2, le pitch et la tonalité. Ok. Donc la manière dont tu dis les choses et comment est-ce que tu pitches ton offre. Donc c'est vraiment en fait des modules qui viennent s'imbriquer. Le but, c'est de faire quelque chose d'assez personnalisé. Et ensuite, on a une semaine où on se voit toutes les semaines par coaching, par groupe de 10 personnes maximum. Et là, je mélange entrepreneurs et commerciaux. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'entrepreneur, il va sortir la tête de l'eau au commercial en disant « Regarde dans quelle position je me retrouve. Et le commercial, il va dire « Regarde comment est-ce que je dis les choses parce que j'ai appris à le dire et t'inquiète, tu peux le faire. » Et ce qui est bien, c'est que le commercial, lui, il n'a pas peur en fait, de prendre son téléphone et d'aller faire de la prospection ou même d'aller... Enfin, oui, il a pas mal de rendez-vous parce qu'il est dans une structure. Et du coup, ça pousse aussi l'entrepreneur à se dire « Ah bah tiens, je vais y aller. » Ils font des simulations même entre eux, tu vois. Et mon but, c'est vraiment juste d'avoir des gens qui sont bienveillants, ouverts, prêts à se challenger et créer une dynamique de groupe où... limite à la fin, tu vois, c'est un club, tout le monde vient et tout le monde reste en contact. Tout le monde reste en contact et on a plein de secteurs différents. Enfin, moi, il y a des secteurs d'activité, j'avais complètement oublié que ça pouvait être des business. J'ai une fille, elle vend des représentations de foi pour les églises, pour les pompes funèbres, donc tu as des pierres tombales. Enfin, c'est des trucs, tu te dis, bah oui, en fait, c'est logique que ce soit un business. Ouais. J'en ai une que j'accompagne en individuel, tout ce qui est brevet, propriété intellectuelle, super important. Oui, bah, tu m'as présenté que je t'ai présenté. Photographe, une fille qui fait du M&A. Bah ouais, mais en fait, elle doit gérer des deals. Et elle doit gérer des gros deals. Et elle doit gérer des méga deals. Donc, tu vois, aller chercher des clients, gérer des gros deals, etc. Enfin, j'ai tellement de catégories de clients différents qui, moi, m'enrichissent personnellement, que ce soit dans la tech ou même dans d'autres secteurs, parce que même dans la tech, c'est assez large, où je me dis, en fait, c'est fou parce que ils me l'ont tous dit, peu importe le secteur d'activité, un, tu le personnalises, et deux, on se rend compte qu'en fait, un conseil qui est appliqué à un secteur où on se dit « Ah non, mais moi, en fait, ça marcherait pas pour mon secteur. » Bah si. Ouais. C'est juste que tu l'as pas tourné de la bonne manière. Donc en fait, c'est juste la manière dont les humains prennent des décisions. Et c'est ce que j'inculque dans l'académie, c'est je vais vous aider à comprendre comment les êtres humains prennent des décisions. Une fois que vous avez compris ça, vous allez voir que c'est pas si compliqué de vendre votre produit. Et après, moi, mon but, c'est, comme c'est sur 3 mois et toutes les semaines, je les vois et que c'est par groupe de 10, à la fin, je connais leur business par cœur. Donc du coup, je leur donne les bonnes phrases, le bon truc, le truc adapté, la précision, tout ça. Tout ce qui va bien pour qu'on ait du groupe personnalisé. Et après, pour les plus avancés, les entrepreneurs un peu plus capés, là, je vais sur de l'individuel et on fait vraiment toute la strate beaucoup plus poussée. Mais c'est ultra enrichissant, quoi. Je fais le plus beau métier du monde. Ça y est, tu t'es trouvée. T'as trouvé ta voie. Ouais, je me suis trouvée. Ça se voit un peu, ça se sent. Ah ouais. Non, vraiment, je me suis trouvée. J'impacte les gens. On a fait la soirée, là, tout à l'heure, je te racontais juste avant qu'on tourne. Hier, on a fait la soirée de clôture. Ils étaient tous trop contents. Je les ai emmenés dans un bel endroit, tu vois, la fondation, rooftop sur vue sur tout Paris. Et tu vois, le fait de lier aussi et de sortir de la formation en ligne, de ce que tu retrouves des formateurs de Dubaï et tout. Moi, je me dis pas, je veux X clients pour faire X milliers d'euros par mois. Je me dis juste, OK, quel type de typologie de gens j'ai envie d'accompagner ? Donc, je suis plus du tout dans le nombre, je suis plus dans la qualité. Ouais. Et tu vois, je te disais, Aurel, qui était venu aussi, m'a dit, c'est marrant, t'as des clients qui te ressemblent. En fait, t'as des gens qui sont vraiment... bienveillants, qui ont vraiment envie d'apprendre et qui me remercient. Ils m'ont ramené des chocolats, ils m'ont ramené des trucs. Enfin, ils n'ont aucune obligation de faire ça, tu vois. Juste, ils ont kiffé. Ils ont juste kiffé. Je te jure, j'ai jamais ressenti autant de gratitude de toute ma vie que de me dire que là, j'arrive à impacter positivement la vie des gens à mon échelle et qu'en fait, ça, c'est le plus beau des cadeaux, tu vois. Et je pense que ça, c'est aussi beau quand t'es commercial et c'est ce que tu vois pas quand t'es que commercial aussi. Tu vois, quand t'es que commercial, une fois que t'as signé ton deal, tu passes la main. Ouais. En tant qu'entrepreneur, bah une fois que tu as signé ton deal, tu continues de voir le client. Et du coup, ce qui est incroyable, c'est qu'à la fin, tu te rends compte qu'au-delà d'avoir fait une vente, tu as vraiment résolu un problème. Et du coup, ça remet tout le sens dans la vente et ça te donne encore plus envie d'aller chercher et d'accompagner d'autres personnes parce que tu sors de cette posture de « je vais vendre quelque chose à quelqu'un ». Et moi, je le dis à mes élèves, je dis « on est dans une posture où c'est simple, on est des médecins, on a les médicaments et vous avez des gens malades. C'est de votre responsabilité que de les prévenir qu'il faut qu'ils prennent leurs médicaments. Ils sont libres de les prendre ou pas, mais de donner le bon médicament et surtout de l'accompagner à le prendre. Et donc là, je me sens vraiment dans cette posture de j'ai envie d'aider de plus en plus de personnes sur de la vente et surtout, j'adore ça, quoi. Et mes clients le sentent. Et comme ils le sentent, ils sont contents. Comme ils sont contents, ils me recommandent. Et comme ils me recommandent, en fait, c'est un cercle vertueux, tu vois. Même si tu fais pas des millions, j'aurais pu faire bien plus que ce que j'ai fait, mais il y a des choix que j'ai fait volontairement pour favoriser l'humain. Mais est-ce que le plus et le mieux, c'est pas toujours le cas ? Absolument. Et tu vois, j'en ai plein qui m'ont dit, mais en fait, Charlène, elle m'a déconstruit
Et elle m'a totalement changé ma vision de la vente. Elle a juste fait en sorte que je sois alignée avec qui je suis. Et en étant alignée avec qui je suis, j'ai juste réussi à transmettre la manière dont j'expliquais et donc je vendais mon produit. Et donc j'ai fait des ventes. Enfin, tu vois, et ça pour moi, ça a plus de valeur. C'est que je les ai pas travestis, je me suis adaptée à eux. Et c'est ça qui est important aussi, tu vois. C'est que je pense qu'il n'y a pas une typologie de commercial qui fit dans une case et qui est capable de vendre à n'importe qui. Tu as différents types de commerciaux. Tant que tu es toi-même, tant que tu es aligné, tant que tu crois et que tu as la conviction profondément en ce que tu fais et ce que tu apportes aux autres, de toute façon, ça se sent et ça se vend. Et ça se vend parfois tout seul. Et si tu l'as pas, ça se sent aussi et ça se vendra Ah, mais pas. Ça se sent direct. Ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir, tu vois, d'être face à un vendeur où tu te dis... Qu'est-ce qu'il fout là? Ouais, très souvent. Ah ouais? Très souvent. Et tu as envie de lui dire, mais change de boîte. Non, mais c'est vrai, avec empathie pour une fois. Mais si t'es pas convaincu de ce que tu vends, bah, va vendre un autre truc pour lequel tu seras convaincu. Et si t'es pas convaincu d'être à la bonne place pour être vendeur ou commercial, bah, soit tu te fais accompagner par Shannon pour changer de mindset, soit tu changes de taf. Il y en a plein des tafs qui sont très bien. Mais si t'es pas convaincu d'être à la bonne place et d'être un médecin et pas juste la personne qui dérange ou qui est en train de jouer de la flûte, mais change de taf. Parce que quoi qu'il arrive, ça le fera pas. Ah oui. Et puis la vente, c'est une compétence qui pour moi est indispensable. Et même un entrepreneur que j'accompagne m'a dit ça. Il m'a dit, dans ta masterclass, quand tu as dit que de toute façon, c'était une compétence qui allait me servir toute ma vie, c'est là où je me suis dit qu'en fait, j'étais juste en train d'investir sur mes propres compétences et qu'au final, c'était pas juste une énorme formation qui allait me promettre de gagner 10 000 € par mois, mais plutôt juste une experte d'un sujet qui va m'aider à renforcer mes compétences comme tu peux le faire dans n'importe quel domaine, quoi. On parlait de négocier tout le temps. Je pense être un bon négociateur. Je me fais mettre à l'amende par ma gosse d'1 an et demi qui veut pas bouffer le soir. Ou qui veut pas dormir, ou qui veut pas de truc. Donc tout le monde négocie ou vend une idée, un projet, un resto, un machin, tout le temps. Si tu t'en rends pas compte, bah, c'est que tu acceptes finalement de subir les choix et les ventes des autres. Si tu prends compte de ces éléments-là, tu commences à avoir de l'impact. Tu vas pas finir avec les vacances de tes potes à je sais pas où. C'est toi qui vas influencer le choix, qui va mener le groupe à partir là où tu avais envie de partir. Pareil pour le resto. Tu as des billets qui sont très simples. Genre, ma fille, je l'ai arnaquée là. C'est pas est-ce que tu veux manger? Oui, non. C'est tu préfères commencer par ça ou tu préfères commencer par ça? Bon, bah, je choisis un des deux. Mais c'est plein de trucs qu'on apprend nous dans la vente qui te sont utiles. Ouais, mais quand même à l'amende. Mais c'est pas grave. Mais tu l'as partout, la vente. Donc, soit tu te formes, soit tu subis, quoi. Soit tu subis et tu te fais avoir à chaque fois. Tu te fais pas avoir, mais en tout cas, tu n'es pas maître de ton destin et tu n'es pas en contrôle des situations de manière logique. C'est-à-dire que vu que tu sais pas vendre, tu sais pas négocier ton salaire, donc quand tu es employé, bah, tu négocies mal ton salaire, tu sais pas bien te vendre, donc tu n'arrives pas à clôturer des opportunités qui viennent à toi pour des jobs, des postes à responsabilité, des partenariats, de l'entrepreneuriat. T'es entrepreneur, t'arrives pas à chercher des investisseurs si t'en as besoin, t'arrives pas à convaincre la banque de te faire un prêt, t'arrives pas à convaincre l'agent immobilier qui a les locaux que tu veux, dans la ville que tu veux, qu'il faut qu'il te fasse confiance parce que toi, tu vas en faire un concept de dingue, t'arrives pas à convaincre les meilleurs prestataires de bosser avec toi pour un prix important, t'arrives pas à convaincre les meilleurs talents de te rejoindre. En fait, c'est pénalisant pour toute ta vie, quoi. Tu sais pas vendre, je pense que tu pars avec une épée Damoclès au-dessus de la tête, enfin une épine dans le pied. Si tu pars avec des compétences en vente et que tu les développes, tu as zéro risque pour ton business. Moi, je dis tout le temps, si tu sais vendre, dans tous les cas, le plus important, quand tu crées une boîte, savoir vendre, gérer ta fiscalité. Fais rentrer de l'argent, fais en sorte qu'il ne sorte pas n'importe comment. C'est tout, voilà, c'est juste ça. Tu sais rentrer de l'argent, tu sais le gérer, tout le reste est dérisoire. Ça ne sert strictement à rien. Enfin, c'est aussi simple que ça. Ton marketing, c'est très bien, c'est une manière de faire rentrer de l'argent, mais il faut que tu saches encore bien le faire. J'aime pas dire ça, mais c'est la vérité. Tes team building, tes trucs, tes machins et tout, si tu ne sais pas faire rentrer de l'argent, ça ne sert strictement à rien. Tu peux pas les payer. Ta priorité quand tu crées une boîte, si tu veux demain devenir entrepreneur, n'importe quoi, apprends à vendre. C'est tout. C'est le seul truc où tu seras jamais au chômage de ta vie. Ou recrute des gens qui vendent mieux que toi, mais en tout cas, tu dois avoir quelqu'un chez toi. Mais tu peux pas recruter. Comment tu sais que quelqu'un vend mieux que toi? Comment tu sais recruter un bon vendeur si tu sais même pas toi vendre? J'aime pas des entrepreneurs qui me disent oui, je vais recruter un commercial. Non, mais même en fait, je vais recruter un commercial. Tu te fais aider dans le recrutement. Même mais tu vas recruter une machine. Tu la nourris comment ta machine? Que tu as recruté ta machine de guerre, tu la nourris comment? Ça, tu te débrouilles. Il y en a plein des solutions. Non, mais oui, mais il y en a plein. Mais du coup, en fait, tu dois passer à la caisse tout le temps, sauf que t'as pas encore vendu, donc t'as pas l'étude de passer à la caisse. C'est le serpent qui se mord la queue. Tu vas recruter un bon, même si tu te fais aider. Imaginons que quelqu'un te prend, tu lui recrutes un as de l'as au meilleur prix, tout ce que tu veux. En fait, il va jamais le garder puisqu'il sait pas le challenger.
il sait pas le challenger. Et quand le mec il voudra se barrer, il sait pas vendre, donc il sait pas le garder. Ah bah tu pars avec un handicap. Maintenant, c'est pas non plus tout noir ou tout blanc. C'est-à-dire que t'arrives. Moi, je pense que tu te mets une grosse épine dans le pied quand tu n'apprends pas à vendre je suis et que totalement d'accord tu avec peux faire toi. de l'argent. Je pense au moins 50% de moins que ton potentiel. Moi, je pars du principe que tu as des boîtes qui sont exceptionnelles, dirigées ou fondées par des gens qui savent pas vendre, qui sauront pas vendre, que tout le monde ne peut pas vendre ou bien vendre. Tout le monde peut progresser et devenir meilleur ou moins mauvais, mais tout le monde ne peut pas devenir un très bon. Pour autant, tu as plein de boîtes qui sont dirigées ou gérées ou fondées par des mecs qui savent pas vendre, et en s'entourant correctement, tu peux développer. Par contre, si tu es mauvais vendeur, Ça dépend des et catégories, c'est le mais biais oui. qui arrive souvent, tu t'entoures de gens qui sont mauvais vendeurs, qui se prétendent bons vendeurs, mais qui sont mauvais, alors là, c'est la double peine. Tu coules avec X enclumes sur le dos, et là, c'est le fond du fond. Après, c'est quoi, toi, ta définition un vendeur, tu vois? Parce que tu dis, il y a des mecs qui créent des boîtes, c'est pas des bons vendeurs. Moi, j'ai rarement vu des gens qui étaient à la tête de grosses entreprises et qui savaient pas vendre. C'est juste qu'ils conscientisaient pas que ce qu'ils faisaient, c'était de la vente. En fait, tu as des gens qui sont excellents, qui vont comprendre le besoin en face, qui vont résoudre le problème en face, qui vont trouver une solution à un vrai pain, sauf qu'ils sont incapables de le matérialiser, que ce soit verbalement ou parce que tu as plein de blocages internes, de biais de l'éducation et autres, qui fait que la personne, elle a une personne en face d'elle, elle est bloquée. J'accompagne une personne en ce moment qui se reconnaîtra certainement, qui fait de la prise de parole. Elle est excellente en communication. Tu dis ce que tu vas faire aujourd'hui, c'est de la vente, elle bloque. C'est juste mental. C'est comment elle va se positionner par rapport à cette situation-là. Et il y en a plein. Oui, mais parce qu'ils conscientisent le fait que ce qu'ils sont en train de faire, c'est de la vente. C'est ça. Oui, mais si tu leur dis pas que c'est de la vente, ils sont bons. C'est pour ça que pour moi, c'est pas une question de compétence. C'est juste une question où, dans leur état d'esprit, ils se disent qu'ils font de la vente et donc ils se bloquent. Mais si tu leur dis pas que c'est de la vente, ils vont utiliser les mêmes compétences, ils vont dire les mêmes mots. C'est juste qu'ils auront pas pris conscience que c'est de la vente qu'ils sont en train de faire. Ouais, mais le sujet, c'est pas que c'est toi qui leur dis. C'est eux qui sont face à un client et qui s'en rendent compte. Et mais pour moi, tu vois, moi, ce que j'essaye de faire, en tout cas dans l'académie, quand j'ai des entrepreneurs comme ça qui sont bloqués et je vois exactement ce que tu veux dire, c'est que je leur dis, t'es pas en train de faire de la vente là. Imagine que t'es juste en train de parler avec quelqu'un qui te demande ce que tu fais, comme un oncle qui te demandait quand t'étais petit comment ça s'est passé l'école. C'est exactement la même chose. Il te pose des questions, tu lui poses des questions. Oui, il y aura sûrement une vente, mais tu verras que la vente ne sera qu'une conséquence de ta capacité à juste échanger avec la personne. Mais si t'es incapable de parler avec des gens dans tous les cas, de toute façon, tu fais pas entrepreneur puisque t'as pas le choix de parler avec des gens. Ouais, mais t'en as combien des gens comme ça? Qui savent pas parler avec des gens? Va à n'importe quel cocktail de networking, petit déjeuner de networking, soirée d'entrepreneur de machin. Non, mais il y a parler. Tu sais t'exprimer avec tes potes, etc. C'est juste que c'est l'enjeu qui te bloque. C'est là où je te dis que pour moi, c'est dans l'état d'esprit. Ouais, pour moi, t'as des gens qui sont juste socialement pas adaptés à connecter, à créer du lien, à créer de la valeur, à échanger autrement qu'en débitant un speech à toute vitesse qu'ils ont appris sur le tard dans la bagnole. Dit qu'est-ce que je vais raconter ce soir? Moi, je pense que justement, ça, c'est possible de l'apprendre. C'est juste pour moi, ils sont trop bloqués d'un point de vue état d'esprit dans l'enjeu. C'est-à-dire que comme ils imaginent que la personne en face d'eux est plus importante que eux et que l'avis de la personne en face a plus d'importance, ils vont trop conscientiser. En conscientisant trop, forcément, ils vont pas être bons dans leur communication. Mais si tu leur enlèves cette partie-là et que tu leur dis il y a plus d'enjeu, il y a plus rien, ils sont meilleurs. C'est comme les gens qui sont beaucoup plus forts dans les entraînements que le jour J. C'est pas parce qu'ils manquent de compétences, tu vois. C'est juste parce qu'ils n'arrivent pas à se détacher de l'enjeu. Mais si tu arrives à détacher les gens de l'enjeu, ils arrivent beaucoup mieux à vendre. Moi, il y a plein d'entrepreneurs qui disent « Moi, je suis pas né vendeur ». Je leur dis « Mais parce que tu crois que moi, je suis sortie du ventre de ma mère avec un script et un téléphone ?» Oui, toi, oui. Non. Si. Non, bien sûr que non. En fait, c'est juste que ma mère, elle m'a formaté dans mon cerveau à me dire « Tu es capable de convaincre des personnes ». Mais elle m'a pas dit « Tu fais de la vente ». Elle m'a juste dit « Faut que tu aies confiance en toi et ta force, c'est ça ». Et elle m'a tellement donné confiance qu'elle m'a formatée à être bonne. Si tu essayes d'enlever ce truc-là aux gens en disant « C'est pas grave, il n'y a pas d'enjeu », fais comme si ça n'existait pas, ok, c'est une discussion tranquille, arrête de trop complexifier. Tu vas voir que c'est plus simple. Moi, je le vois beaucoup en coaching call où j'ai des juniors, ils appellent, mais en fait, tu vois, ou des juniors, enfin même des seniors, hein, et en fait, ils se transforment, ils commencent à utiliser des mots compliqués qu'ils maîtrisent pas. Je dis, mais en fait, on comprend rien à ce que tu dis, c'est pas le langage que tu utilises habituellement. Alors, je suis pas en train de te dire d'appeler ton client et lui dire salut mon frère, comment ça va? Mais je suis juste en train de te dire, utilise des mots simples que t'expliquerais dans la vie de tous les jours à tes parents, où tu dirais pas salut gros à tes parents non plus. Explique-leur juste quelque chose de simple. Pourquoi t'as pas peur quand tu parles à tes parents d'un truc?
Non, mais c'est vrai, t'as En raison, fait, finalement, t'as pas on est d'enjeu. on revient et on a commencé le podcast comme ça et finalement on va le finir comme ça. C'est une question d'attitude, d'énergie, de soft skills, de mindset et que tu l'aies ou que tu l'aies pas, finalement le plus important c'est comment tu vas te positionner par rapport à ça. Exactement. Et oui, en fait, c'est aussi simple que ça. Donc les bouquins, tout ça, bah, c'est du plus, mais la base c'est quand même toi la C'est rampe de du lancement. plus, mais voilà, pour moi, c'est la déco d'un appartement, quoi. Déjà, il faut des Mm. belles fondations, un beau mur. C'est toi qui m'as appris ce qu'il y avait sur les grilles des appartes à Paris. On leur dira pas. Essaye de deviner dans les commentaires ce qu'il y a sur les grilles, les formes sur les grilles à Paris. C'est Il y a by beaucoup Chanel, de ça. maisons qui ont ça. C'est ça. On ne dira pas pourquoi. On ne dira pas pourquoi. Bon, le podcast touche à sa fin. Tu sais que j'ai toujours une question à la fin. Si tu avais l'opportunité de rencontrer une célébrité, toute époque confondue, ce serait qui et pourquoi? En plus, on me l'a déjà posé. Ah oui, c'était moi la dernière fois. Bah oui. En vrai, c'est Nelson Mandela. Ouais. Qu'est-ce que tu lui demandes? Comment il a trouvé autant de sagesse? Ou je lui demande quel est le bonheur selon lui. Et vas-y, maintenant, si tu devais lui vendre un truc, qu'est-ce que tu lui vendrais? T'aurais dû mieux négocier, tu serais pas allé en prison. Ah, pas mal. Ou tu serais sorti plus tôt. Bah oui. Ok, bah merci beaucoup Chanel d'être venue nous voir dans Plus belle la vente. Avec J'espère plaisir. que vous avez kiffé cet épisode-là et puis on se retrouve la semaine prochaine. On vous mettra le profil de Chanel sur Insta, TikTok, LinkedIn et consorts. Comme ça, vous pourrez retrouver ses actualités aussi.